S'il y a une peur peut-être qui s'applique aux pilotes de chasse et probablement à tous nos militaires, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Le métier des armes est risqué, c'est pour ça qu'on s'engage, c'est pour ça qu'on s'entraîne. La brigade, c'est d'être pourvoyeur de force et de tenir dans la durée. Mais en fait, vous divisez la France en 4 et vous avez 2 avions dans chacun de ces quadrangles qui sont prêts à décoller en moins de 7 minutes pour aller intercepter tout type de menace aérienne. Il y a des missions qui me restent au milieu des montagnes enneigées d'Afghanistan, à parler à des troupes au sol qu'on protège et qui sont pris dans une embuscade. C'est une expérience inoubliable que de transmettre l'esprit et puis la manière de faire la chasse. Donc c'est quand même un plaisir de voler. C'est plus qu'un plaisir, c'est une passion. Bienvenue dans le podcast des armées en zone nord-est. Nous nous trouvons aujourd'hui sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Cette base est dotée de plus d'une cinquantaine de Rafales. Et bien que sa mission de dissuasion nucléaire aéroportée soit sa mission principale, elle participe à toutes les autres missions de l'armée de l'air et de l'espace. C'est ici que nous avons décidé d'accueillir le général Pierre Godillère, commandant la brigade aérienne d'aviation de chasse, située à Nancy. De pilote de Mirage F1 à Rafale, commandant d'escadron de chasse, de base aérienne ou bien encore porte-parole de l'état-major des armées, son parcours est impressionnant. Bonjour mon général, merci de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour Auréa, et je suis ravi d'être en ta compagnie aujourd'hui à Saint-Dizier, sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier, et où j'ai commandé un escadron, en fait il y a 15 ans de cela, un escadron de Rafale, l'avion qui est juste derrière nous. Et je te réponds en tant que commandant de la brigade aérienne de l'aviation de chasse. Pour l'armée de l'air et de l'espace, ça veut dire tous les avions de chasse, les équipages, les mécaniciens, sur une dizaine de bases aériennes différentes, mais aussi la défense solaire, donc c'est-à-dire les missiles qui tirent sur les avions et qui protègent les sites, et aussi la reconnaissance aérienne, donc les drones. Voilà un petit peu le périmètre de la brigade aérienne de l'aviation de chasse. Je suis aussi délégué militaire départemental de la Meurthe-et-Moselle, ça c'est pour les opérations des armées sur le territoire national, je pense notamment à Sentinelle par exemple. Et puis le dernier titre que j'ai, c'est gouverneur militaire de Nancy. D'accord, merci beaucoup mon général. On parlera après de la brigade aérienne de l'aviation de chasse. Ma première question, c'est on est au pied d'un Rafale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet appareil de pointe ? À part qu'il est très beau, c'est un avion qui est le dernier né finalement de la chasse française et qui présente plusieurs caractéristiques. La première chose, c'est qu'il fait toutes les missions dans un seul avion, ce qu'on appelle omnirôle. Il remplit toutes les missions de l'aviation de chasse, et c'est possible avec son système d'armes de couvrir toute cette polyvalence. C'est même possible de le faire dans une seule mission. D'accord ? Donc ça c'est la première chose, c'est la polyvalence. La deuxième chose, c'est que c'est un avion qui n'arrête pas d'évoluer depuis sa mise en service. Donc comme je vous disais, j'étais à Saint-Dizier au début, il y a 15 ans à peu près. Et son architecture, son système d'armes évolue au gré des menaces. Et notamment, on voit dans l'évolution de la situation internationale et la prise en compte des derniers théâtres de guerre, eh bien toute cette évolution, on l'intègre au sein du Rafale, dans les tactiques et dans les systèmes d'armes qu'on met en œuvre. Mon général, lorsqu'on pilote un Rafale, qu'est-ce qu'on ressent ? Ça va très très vite ? Il y a une vitesse maximale Alors il y a une vitesse maximale qui est... chaque avion a une vitesse maximale. Donc pour le Rafale, c'est environ 1,5 fois la vitesse du son. Donc c'est quelque chose comme 2000 km/h. Voilà. Et c'est quelque chose qui est utile pour aller intercepter une cible ou un avion inconnu ou un missile balistique ou un drone très très vite. C'est-à-dire que vous allez vous rendre sur place pour aller analyser, détecter, identifier et classifier cette menace en partant par exemple d'un endroit du ciel ou d'une base aérienne qui est activée 24 heures sur 24 pour effectuer cette fameuse police du ciel. Vous savez que vous avez en France, et dans le nord-est singulièrement, mais en fait vous divisez la France en 4, et vous avez 2 avions dans chacun de ces quadrangles qui sont prêts à décoller en moins de 7 minutes pour aller intercepter tout type de menace aérienne dans leur zone de responsabilité, donc dans le nord-est par exemple. D'accord, c'est impressionnant. Vous avez été commandant d'escadron de chasse, c'est bien ça ?
Vous avez déjà volé, je suppose. Vous volez souvent encore, peut-être aujourd'hui? Alors je vole aussi souvent que je peux, mais ça veut dire aussi souvent que c'est possible avec mon agenda. En fait, les vols que je réalise maintenant, c'est surtout pour aller voir les unités que je commande, les escadrons de chasse. Et pourquoi? Pour être échangé avec eux, pour vérifier si les directives que je donne, elles sont applicables, elles sont bien appliquées, et puis surtout pour avoir le retour du terrain, et c'est très important. Et puis en plus, il y a une forme d'esprit dans la chasse auquel je suis très attaché, et où on échange très librement sur les missions, sur l'état d'esprit, et donc ça participe de cette cohésion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, oui, maintenant je vole à peu près une fois par mois quand je rends visite à ces unités. Je suis très heureux d'être aujourd'hui ici pour le faire notamment. Après, quand vous êtes dans un escadron de chasse en tant que pilote opérationnel, vous volez 4-5 fois par semaine, quasiment une fois par jour. Et donc c'est un sacré rythme. Mais pour des personnes comme je me mets en situation, quelles sont les sensations avant, pendant, après, quand on va voler? Ça doit être... Alors, la sensation avant, c'est de l'extrême concentration. Vous rentrez dans une bulle. Ça s'appelle même dès la préparation, mais quand vous briefez, ce qu'on appelle briefer votre vol, avec votre patrouille, un avion vole très rarement tout seul, la chasse c'est vraiment un travail en patrouille, vous allez briefer votre mission, c'est-à-dire que vous allez passer par toutes les étapes de votre mission, que vous allez répéter, dire les mots que vous allez utiliser, l'armement que vous allez utiliser, les formations que vous allez adapter en fonction de la menace qui va vous être opposée. Et c'est très important et c'est vraiment une sensation particulière, c'est-à-dire que quand vous commencez à briefer, vous êtes déjà dans votre vol. Et vous allez voir que, quand je vais aller briefer tout à l'heure, je ne ressemblerai pas au général qui vous parle en ce moment. Et cette bulle-là s'arrête après le vol, après le débriefing, où il y a la même concentration. Et là, on passe à autre chose. D'accord, ah oui. Donc c'est quand même un plaisir de voler. C'est plus qu'un plaisir, c'est une passion. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande est tellement intense et tellement, là encore une fois, le fruit d'un travail qui n'est pas individuel, qui est vraiment collectif. Et il y a tels enjeux à bord et au sol que vous êtes passionné par ce que vous faites et que ça vous prend toutes vos ressources intellectuelles et physiques. Donc ça se vit. Oui, c'est pas anodin. Oui. Mais pour vous, c'était un rêve d'enfant ou c'est venu peut-être plus tard? Non, c'est un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant, je pense, une passion aussi qui me vient probablement... alors il y a plein d'explications différentes. La première que je vois, et pourtant je l'ai réalisée assez tard, c'est mon grand-père qui a fait son service juste avant la guerre. Il fait partie des classes qui ont enchaîné le service militaire puis la guerre. Dans un escadron qui était à Villacoublay à l'époque, sur la base aérienne de Villacoublay, qui existe toujours, juste à côté de Paris, et qui était responsable des essais en vol. C'était le centre d'essais en vol. Et il m'est apparu plus tard qu'au détour des noms qu'il me disait, lui, il était simple appelé, et il prenait en note les détails du vol que le pilote d'essai de l'époque. Il n'y avait pas d'ordinateur embarqué pour analyser le vol d'essai. Et donc le pilote disait ses sensations au retour de vol ou quelquefois en vol. Et mon grand-père notait ces remarques-là. Et en fait, il a volé avec des as de 1914, de la guerre de 14, de la Grande Guerre. Donc je pense que là, le virus a pris assez tôt en fait. La deuxième chose, c'est des lectures. Je pense notamment à Pilote de guerre de Saint-Exupéry. J'ai eu l'honneur sur Mirage F1, qui était un autre avion de chasse que j'ai piloté, de commander l'escadrille de la Hache, dont il fait partie, qui existe toujours sur drone maintenant. Et puis les carnets de René Mouchotte, du commandant Mouchotte, bien évidemment. Tout ceci fait que ça construit une passion. Et comment alors vous êtes devenu pilote? Il y a des études, des conditions médicales à respecter, je pense. Parce qu'on ne peut pas tous devenir pilote. Alors, je pourrais vous dire que tout le monde peut devenir pilote s'il s'inscrit dans un aéroclub et qu'il apprend à voler. Pour devenir pilote de chasse, oui, il y a des exigences qui sont physiologiques et donc une visite médicale qui est très très pointue et qu'on passe d'ailleurs tous les ans. Pour être sûr pour être suivi, etc. Notamment les yeux, vous savez ceci pertinemment. Et après, vous allez entretenir une hygiène de vie qui vous permette de monter à bord et finalement de faire quelque chose qui s'apparente à un combat de boxe en termes d'engagement physique 5 fois par semaine. Donc il y a des exigences physiologiques, mais qui s'entretiennent parfaitement par du sport
tout à fait standard. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour aller dans l'armée de l'air et faire pilote de chasse, il y a deux voies. Il y a soit directement après le bac pour être engagé comme officier sous contrat, comme dans les autres armées d'ailleurs, et où là vous avez un contrat de plusieurs années où vous êtes pilote en escadrille finalement et vous faites uniquement ceci, ce qui est déjà très bien, et c'est la majorité de nos pilotes en fait. L'autre voie, c'est une première partie opérationnelle qui dure 10-15 ans déjà, donc oui. c'est important, et vous allez au fur et à mesure de votre progression de pilote de chasse, prendre des postes de commandement, de responsable, commandant d'escadrille, commandant d'escadron, de chasse, et puis après commandant de base, et puis qui sait, général commandant de la brigade aérienne de l'aviation de chasse. Et donc ça, c'est une voie qui est après des classes préparatoires pour aller rejoindre l'école de l'air et de l'espace qui est basée à Salon de Provence. D'accord, et là j'ai une petite question un peu perso qui me vient. On peut voler jusque quel âge en fait on peut se permettre de piloter par exemple un Rafale? J'ai 49 ans, donc au moins jusqu'à 49 ans en fait. Ah d'accord. Vous avez 25-30 ans de carrière? Oui, c'est ça. Oui, je suis rentré en 1996 à l'école de l'air. Ah oui, donc plusieurs missions à votre actif. Quelle a été la plus impressionnante que là vous pouvez me raconter? Alors, je vais vous faire une réponse évidemment sur, comme j'ai piloté 2 avions, je vais vous faire 2 exemples. Un sur Mirage F1CR, donc j'étais basé à Reims à l'époque. Et nous avons été déployés au détour de 2006 à Kandahar, donc en Afghanistan. Et c'était la première fois que la chasse française, depuis longtemps, ne déconnait pas de pays extérieurs au théâtre de crise, mais était plongée au cœur du théâtre de guerre. Et là, en l'occurrence Kandahar, c'était le fief des talibans, c'était vraiment le nid de guêpe. Et donc, c'est vraiment une expérience qui est tout à fait intense d'amener ces Mirage F1 avec les Mirage 2000D qui sont toujours stationnés à Nancy d'ailleurs, au cœur du conflit et de décoller alors que la base aérienne de Kandahar se faisait attaquer quotidiennement par des roquettes. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment soudé une équipe, et il y a des missions qui me restent au milieu des montagnes enneigées d'Afghanistan, à parler à des troupes au sol qu'on protège et qui sont pris dans une embuscade, enfin très très intense, vraiment. La deuxième mission à laquelle je pense, c'est plus sur la transmission, et c'est sur Rafale, et c'est avoir fait tirer ses premières bombes à un jeune équipier à l'époque, un jeune pilote de combat opérationnel qui est maintenant commandant de base. Donc vous voyez que l'eau coule sous les ponts, et c'est une expérience inoubliable que de transmettre l'esprit et puis la manière de faire la chasse. Vous avez déjà eu peur pendant ces missions ou... Alors, ça, c'est une question que vous pouvez là aussi poser à toutes les armées. La peur, c'est pas tellement de la peur, c'est la gestion du risque qu'on vous demande de prendre. Ce sont des métiers risqués. Le métier des armes est risqué. C'est pour ça qu'on s'engage, c'est pour ça qu'on s'entraîne. D'accord ? Et donc, c'est à chaque fois, c'est mesurer le risque que vous allez devoir prendre, et puis utiliser au maximum vos capacités pour y faire face. Faire face, c'est la devise de Guynemer, et c'est comme ça. Alors, vous dire que c'est une peur, je pense que c'est... En tout cas, il n'y a certainement pas de trompe-la-mort. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi à bord d'un avion de chasse. Mais l'appréhension du risque, elle est gérée, comme je vous ai dit, par votre entraînement, par le cadre, la cohésion de votre escadron de chasse, et puis la manière dont vous rentrez dans la mission. Je vous ai parlé de bulle tout à l'heure, et c'est vraiment cette chose-là. Vous rentrez dans une bulle, et puis vous en sortez une fois que votre mission est terminée. Et s'il y a une peur, peut-être qui s'applique aux pilotes de chasse et probablement à tous nos militaires, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas réussir la mission. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est motivant en fait. Oui. Donc vous me dites que vous vous mettez dans cette bulle, mais à côté de cette bulle, vous avez une vie personnelle. Est-ce que vous arrivez à avoir une vie à peu près, je me permets, une vie à peu près normale, parce que c'est quand même un train de vie prenant. Toutes ces missions, je pense qu'à côté, votre vie... Oui, bien sûr. C'est une vie de passion, et à la fois c'est une passion qui est partagée. Et c'est une vie qui m'a amené sur de nombreux théâtres extérieurs, de nombreuses affectations différentes, et qui sont toutes passionnantes. Et moi, je mets un point d'honneur
et à partager ça, notamment avec ma famille. Quand j'étais commandant d'escadron à Saint-Dizier, où on est parti pour les premières missions au-dessus de la Libye, puis après les premières missions au-dessus de l'Afrique, je venais d'avoir mes 2 enfants. Ah oui, vous avez 2 enfants. Et ils savent que leur papa était engagé en opération, etc., etc. Donc, et c'est quelque chose qu'on a construit tous ensemble, en fait, et ça se vit bien. En général, est-ce que vos enfants suivent-ils le même parcours que le vôtre ? Alors, ils sont en 5e et 3e, donc c'est pas un peu tôt, hein, c'est tout à fait envisageable. Je ne les pousse pas, évidemment. Mon fils y vient naturellement, et puisqu'il m'accompagne à chaque fois sur les bases aériennes pour toutes les manifestations, pour que ce soit de la cohésion, que ce soit des visites de base, ils ont toujours été associés à ceci. Donc oui, pourquoi pas. Et puis surtout, il voit que je suis très heureux dans ce métier-là. Et alors ma fille, elle me conseille pour répondre au podcast. Elle est redoutable. Elle est redoutable. Génial. Vous commandez la brigade aérienne de l'aviation de chasse. C'est 4000 hommes et femmes sous vos ordres. C'est pas anodin. Ça, vous le ressentez comment ? Une position le commandement, c'est jamais anodin. Le commandement, au sens militaire du terme, c'est quand même établir un lien de confiance réciproque entre les gens à qui vous allez donner des directives et eux, ils savent qu'ils ont des expertises sur lesquelles vous pouvez compter. Donc c'est vraiment ce lien qui se construit avec près de 4000 hommes, oui effectivement. Et à la fin, la finalité, c'est les envoyer au combat, conformément aux ordres que je donne pour qu'ils soient au niveau et à la compétence requise, et pour répondre aux ordres que leur donne le chef d'état-major des armées dès lors qu'il s'agit d'opérations. Avec tout ce qui se passe dans le monde, la brigade aérienne de l'aviation de chasse doit s'adapter aux nouvelles menaces. Quelles sont ses missions, les défis auxquels elle doit répondre aujourd'hui ? Le défi global de la brigade aérienne de l'aviation de chasse, c'est de s'intégrer dans la bataille du ciel, qui est, vous l'avez vu sur les différents théâtres, comme on dit, théâtres de guerre, que ce soit à l'est de l'Europe ou au Moyen-Orient, et qui nous rappelle que la puissance militaire aérospatiale est quelque chose d'absolument fondamental pour avoir l'avantage et le conserver. D'accord ? C'est le général Montgomery pendant la Seconde Guerre mondiale qui disait « Quand vous perdez la guerre aérienne, vous perdez la guerre tout court et vous la perdez vite ». Là, on voit que c'est quelque chose qui est tout à fait significatif sur les différents théâtres de guerre que je viens de vous dire. Et donc le défi de ma brigade, c'est que ça soit pour l'aviation de chasse, mais aussi ce que je vous disais tout à l'heure, la défense solaire et la reconnaissance, le renseignement d'origine aérienne, eh bien c'est de faire que tous les gens, donc les aviateurs, les équipages, les mécaniciens, mais le matériel aussi, soient au bon niveau pour être utilisés par les armées dans une manœuvre interarmée, quand on les envoie en opération ou à la guerre, sous l'ordre du chef d'état-major des armées, qui lui dirige les opérations, et comme ceci, au coup de sifflet bref. C'est-à-dire que on me demande de les déployer, on ne me demande pas, ça met 4 ans pour faire un pilote de chasse, dans 4 ans, on aura besoin de tes services. Non, absolument pas. C'est demain, 4 Rafales, 4 Mirage 2000 vont décoller pour aller traiter tel objectif ou acquérir la supériorité aérienne au-dessus de tel territoire. Et puis voilà. Et ceci pendant 6 mois. Donc voilà le défi de la brigade. Le défi de la brigade, c'est d'être pourvoyeur de force et de tenir dans la durée. Et ceci, y compris quand on est engagé dans des conflits de haute intensité. C'est-à-dire qu'ils sont une vraie différence avec les dernières années de nos opérations qui étaient essentiellement du contre-terrorisme, où il n'y avait pas finalement de menace directe vers la puissance aérienne. Vous avez parlé de combats de haute intensité, vous pouvez m'expliquer un peu Alors, j'ai coutume de dire que tous les combats sont intenses, attention, et nos soldats marins aviateurs qui sont morts au combat pendant les 30 dernières années sont là pour le témoigner glorieusement. Ce que je veux préciser, c'est que je parle vraiment de conflits de haute intensité, c'est-à-dire une mise sous tension du matériel, des hommes, pendant une durée longue, et puis dans des conditions qui sont tout à fait importante en termes de menaces
en termes de complexité et en termes de volume des forces qui sont engagées. Voilà vraiment, c'est comme ça que je caractérise le combat de haute intensité, en tout cas les conflits de haute intensité dans lesquels on se projette. Merci mon général. Alors, patron de l'aviation de chasse, il y a un après ou comment ça se passe? J'espère qu'il y a un après, bien sûr qu'il y a un après. Vous ne pouvez pas savoir C'est là aussi, je vais vous faire la réponse de tout militaire, c'est un parcours qui est fait pour répondre aux besoins que les armées définissent elles-mêmes et au service de la nation. Super, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir recueillis aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot pour la fin peut-être? À la chasse. Merci beaucoup.